convergence, en fait, Alexandre, tu as parlé de convergence, ben, il y a un phénomène qui s'appelle la convergence médiatique. Et je pense que ce qu'on essaie de faire comme médias indépendants, parce qu'on n'est pas les seuls, ben, c'est de faire un contrepoids. Cette convergence médiatique. Et comme c'est une force assez importante, ben, l'important c'est d'être solidaire. Je pense qu'on l'est, qu'on réussit bien à être solidaire entre nous. Et je suis très contente donc d'appeler les médias indépendants qui sont là, avec qui on collabore au quotidien, je dirais. Donc, Michael Fortin, 99% médias. Il y a Gabba, Olivier Roy, Geneviève, je ne sais pas si vous venez prendre la parole. Puis il y a Yessi TV qui est présent aussi. Il y a documentariste Moïse Marcoux-Chabot aussi qui est là. Donc, je vous laisse vous exprimer. Il y a la Brigade des Anges aussi. Martin, si tu as le goût de prendre la parole, tu peux te joindre avec lui. Non, je ne vois personne. Bon. Dans la capsule, Christian met l'accent sur la réception du cinéma comme expérience politique. La réception, c'est-à-dire l'expérience de salle, sinon dans la réalité du cinéma d'aujourd'hui aussi, où on écoute beaucoup de films en ligne, l'expérience sur le web. Et je pense qu'il a tout à fait raison là, de pointer sur les aspects très sociaux, très politiques, très matériels aussi. Je ne sais pas si j'interprète tout croche le contenu de la capsule, c'est possible, mais j'ai l'impression que ce vers quoi tu pointes, c'est les conditions matérielles qu'on arrive à mettre ensemble comme spectateur dans une salle. Ces conditions-là qui rendent possible juste l'écoute d'un film, par exemple. À la limite, on pourrait parler d'un film de la série Marvel. Puis, collectivement, en termes de spectateurs, on met matériellement ensemble les conditions pour être en mesure d'écouter le film. Nous, comme médias indépendants, on travaille plus sur le côté de production, évidemment. La réception nous intéresse, mais la production aussi, comme expérience politique, ça devient intéressant d'y réfléchir. Surtout dans les conditions où on pratique notre travail, on peut appeler ça ainsi. C'est clair qu'il y a quelque chose comme une expérience politique de production cinématographique. Si je reviens rapidement sur le sujet des autres capsules, le sujet des autres débats aussi, sur la question de la liberté, individuellement, comme personne, c'est très difficile de faire un film par soi-même. Ça prend du monde. C'est une expérience collective. C'est pas tout seul. Même, ça m'arrive de travailler sur des projets plus individuels, mais dans ces cas-là, j'ai pas le choix. Là. Je vais voler les images de quelqu'un d'autre. Il y a des gens sur ces images-là. C'est une expérience collective. Puis par moi-même, comme une sorte de Robinson cinématographique, je n'arriverais pas à faire grand-chose. C'est clair. Il y a une expérience politique. Puis en termes de médias indépendants, cette expérience collective aussi est accompagnée d'une réflexion politique. Comment on fait un film d'une manière horizontale, sans une hiérarchie qui est très bien établie, parce qu'on sait aussi que les grosses productions, en règle générale, c'est des milieux où il y a une hiérarchie qui est bien construite, il y a des rôles qui sont bien définis. Comment on fait un film en 4 mois, avec 3 groupes qui ont une culture bien différente de fonctionnement, qui vise à faire ce film-là de manière complètement horizontale et égalitaire. Il y a une expérience là, qui est définitivement politique dans la production même du film. Puis, évidemment, ces conditions-là de production vont ultimement influer d'une certaine manière sur la réception. C'est pas vrai que les conditions de production ou les conditions d'un média ou d'un médium sont tout à fait neutres et n'influencent pas le contenu. Je fais référence depuis un petit bout à notre collaboration sur le film sur la charte qu'on a produit ensemble en collaboration avec
les attentats citoyens, 99% médias, c'est clair que cette expérience-là était bien particulière à tous les points de vue comme expérience politique. Je pense que c'est davantage donc sur le plan de la production et l'expérimentation. Je tiens le micro depuis un bout. Je rajouterai un dernier volet, puis je vais laisser la parole aux autres. Comme expérience aussi. Puis, Christian martèle, tu sais, dans sa capsule, justement, une sorte d'attention, de souci aux conditions matérielles, du point de vue de la réception des films, qui crée une expérience collective, tu sais, quelque chose de collectif, de politique. Ces conditions matérielles-là sont super importantes au plan de la production aussi. On parle de caméra, on parle d'éclairage, on parle de script, on parle vraiment des objets qu'on manipule. Puis on se met collectivement en gang autour d'un certain équipement pour produire quelque chose. Mais ces conditions matérielles-là sont déterminantes et elles nous permettent de vivre certaines expériences de liberté et d'autonomie. C'est vraiment dans l'expérimentation qu'on travaille. Se donner collectivement comme projet de faire un film en peu de temps, avec des groupes comme les nôtres, ben c'est expérimenté. Cette expérience-là, elle est très formatrice, je dirais, à bien des points de vue, hein, c'est clair. Puis je pense qu'on n'a pas assez l'occasion d'expérimenter cette forme d'autonomie et cette forme de liberté-là autour de projets communs, d'actions communes qui peuvent être circonscrites. On va faire un film, on va faire telle ou telle action. Et une fois qu'on expérimente ce genre de rapport-là entre nous, ce genre d'expérience commune-là, il y a quelque chose de nouveau qui se dégage comme individu. Je suis responsable, mais je suis responsable d'une manière particulière dans ces contextes-là. Je suis libre, mais je suis libre d'une manière qui est particulière dans ces contextes-là. J'expérimente une forme d'autonomie que je n'ai pas, règle générale, dans ma vie. Puis cette expérience-là, une expérience d'autonomie et de liberté qui est plus collective, c'est une expérience qui est très formatrice. Fait que je pense que si on veut s'approprier le concept de liberté, le concept d'autonomie, ben, il faut se donner les moyens de le faire. Puis se donner les moyens de le faire, ça serait peut-être de faire des choses ensemble sous cette forme-là. De se donner des projets, de s'organiser en essayant de respecter nos principes autour de ces projets-là. Là-dessus, je vais passer la parole à Miguel. Je vais répéter essentiellement la même chose que ce que tu viens de dire, mais peut-être avec un autre chemin différent. D'abord, merci Christian d'avoir amené sur la table cet aspect-là des choses. De l'idée de l'expérience collective du cinéma. Moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. C'est quelque chose auquel je tiens. Surtout qu'il y a tout un débat, je dirais, entre l'individuel et le collectif. Hein? On parle, on écoute nos vidéos tout seul à la maison. On délaisse le cinéma, mais on délaisse une forme peut-être de cinéma qu'on nous impose ou qu'on définit comme seul et unique. Celui d'aller dans une espèce de truc clinquant avec des tapis fluo, puis il y a des boules de miroir, puis des machines à boules, puis là, de s'asseoir finalement dans la salle, puis de dire, bon, mais voilà, c'est ça le cinéma. C'est ce qu'on dit que c'est. Alors que c'est peut-être aussi autre chose. Et puis, c'est pas parce que les gens sont tous rendus sur YouTube que les salles sont vides, parce que la dynamique est beaucoup plus complexe que ça. Sinon, je veux dire, les Canadiens jouent à la télé, mais pourtant le forum est plein. C'est parce qu'il y a une expérience collective aussi qui se fait, qui dépasse l'idée du cinéma, l'idée du sport. On voit que le mondial, il y a quelque chose là qu'on a besoin en tant qu'humain. Pour revenir à ce que disait un peu Olivier, oui, faire du cinéma, c'est une expérience collective, c'est une expérience politique. La façon de le faire aussi, il y a toutes sortes de façons de faire un film. Encore là, on nous impose la façon de faire officielle, très hiérarchisée. Puis on nous dit, moi j'ai ici à l'ENIS, puis on nous dit, bon, mais voilà, c'est comme ça qu'on fait du cinéma. Mais la réalité,
c'est qu'il y a un contexte aussi qui est en lien avec ce que vous avez tous décrit un peu, un contexte où l'Hélice a perdu son programme documentaire, la Cinémathèque ici elle a perdu 20% de son budget, l'OMF de l'autre côté, rendu une peau de chagrin, Radio-Canada c'est des mises à pied à la porte. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des gens aussi, des professionnels aussi du milieu qui se ramassent littéralement à la rue et qui ne peuvent plus travailler dans des institutions, que ce soit le cinéma ou les médias, et puis qui se disent, bon, ben là, qu'est-ce que je fais? Je veux dire, qu'est-ce qui se passe? Là, je ne peux pas travailler dans un cadre institutionnel parce qu'il n'y a plus de place pour moi. Ben, je suis à la rue, et dans la rue, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a des manifestants et des polices. Je vais faire avec, et puis je vais faire du cinéma avec ce monde-là. Et puis, avec la démocratisation aussi des outils qui permettent de filmer des images incroyables, maintenant des caméras de 500$, à ce moment-là, ben, on devient 300. Ben, à ce moment-là, on en vient à rencontrer des gens, puis avoir une espèce de mix de gens qui sont issus du milieu peut-être professionnel, qui ont étudié là-dedans, puis tout ça, puis des citoyens, des gens qui sont à la rue, qui ont cet intérêt-là, puis on se met à faire des films ensemble. Et puis, alors il y a toute peut-être une construction, une autre façon de faire du cinéma qui est en train d'émerger. Et puis, ce qu'on a perdu peut-être dans un milieu institutionnalisé, ce qu'on est en train de découvrir, et ce qu'on gagne, pour revenir à ce que tu disais, ben, puis je revenais un peu au terme de la soirée, ben, c'est une certaine forme de liberté ou la liberté. Et puis dans le fond, souvent on disait que le médium est le message aussi, fait que je crois que peu importe le sujet de film qu'on fait, je crois que ça transcende le film aussi, que ce type de cinéma-là a été fait avec liberté. Et c'est ce que je crois que, même si c'est nulle part dans le film, même pas dans le générique où on ne remercie pas la liberté, ben, le film transpire ça. Ces productions-là indépendantes transpirent ça, puis peut-être comment se réapproprier la liberté, mais c'est peut-être de cette façon-là avec le cinéma. Notamment que j'ai certains cinéastes, réalisateurs, journalistes, je ne sais plus comment les se nommer, déjà ça sera un débat, travail à l'heure actuelle. Pour moi, c'est une tendance lourde qui va juste aller à s'accentuer. Oui, moi aussi, là, dans le fond, je voudrais juste comme répéter ce que vous avez dit pas mal. Bon, au niveau bon, moi, je suis dans le groupe GAPA, comment ça, j'aime bien de côté. Donc, au niveau vraiment de la production là, d'une vidéo, c'est ça. Donc, c'est vraiment une expérience qui est politique du début à la fin, parce que c'est tout d'abord des petits groupes de gens autogérés qui décident de prendre les moyens de communication qui sont maintenant rendus un peu plus démocratiques et qui décident d'ajouter une parole finalement dans l'espace public. Et au niveau de la réception, ben nous, on opère évidemment pas mal sur le web. C'est là que se déroule la majorité de nos activités, de nos productions, de nos publications. Puis je pense que le web, en tant que tel aussi, ben, c'est un espace de réception en soi des œuvres politiques, des œuvres cinématographiques, et qu'il y a vraiment, au fond, quand on a une expérience collective d'un film ou d'une vidéo, ce qu'on aime finalement, c'est d'en discuter, c'est d'en parler, c'est de susciter la parole, c'est de susciter des réflexions. Puis ça aussi, ça se fait de plus en plus sur le web. C'est comme finalement juste un autre espace qui s'est ouvert pour qu'on puisse s'approprier finalement politiquement les films. C'est pas mal tout ce que j'ai à dire. Après. Oui, mon nom c'est Martin Sojo de la Bibliothèque de Montréal. Vous autres travaillez plus en équipe, nous travaillons solo. Moi, on parle de cinéma politique. D'après moi, tous mes vidéos traitent de politique différemment. C'est sûr, c'est peut-être qu'il faut les voir tous. Présentement, je suis sur deux gros projets qui ont été dommages à mettre et à finaliser.
des 1985 km à pied, qui avait une marche dans les Trans-Canada. La marche des peuples. J'avais mis mes affaires. Je n'étais pas préparé à parler devant le monde. Quand je suis pas préparé. Non, je veux mieux être en arrière que d'être en avant. Mais il y en a un qui arrive de moi là. Peut-être qu'on peut prendre une intervention du public sur, c'est pas vos expériences, pas pour vous le cinéma avec une expérience politique. Je ne sais pas s'il y a des gens qui avaient envie de réagir. Non? Est-ce que... Oui? J'en ai une question. Oh non! Sinon, il n'y a pas Quel- besoin de micro! Cinéma comme expérience politique, quelle quantité le piratage peut compter comme expérience politique dans le cinéma? Oh boy! Que ce soit le piratage de logiciels pour nous permettre de le faire, que ce soit le piratage d'images des autres. À quel point le piratage fait partie de l'expérience politique dans le cinéma? Voilà, oui, moi, oui, je suis obligé de faire du piratage pour faire des montages. Le logiciel que travailler, que j'ai pas les moyens de ça. D'aller chercher des vidéos de d'autres, oui, en n'oubliant pas, comme il m'a dit, à qui appartient la vidéo. Pas faire comme certains qui disent YouTube ou Twitter, point rien. Oui, on parlait de ça tantôt. Très important. Tu veux dire un mot, Ben, comme tu dis, Martin, c'est clair que le piratage, la question des droits d'auteur, c'est au cœur de nos pratiques. Je veux dire, j'ai commencé à monter des films, puis on a commencé à travailler sur différents projets, puis l'une des premières questions qui s'est posée, c'est OK, qu'est-ce qu'on met dans ces films-là? Je sais pas vraiment tourner. J'ai pas vraiment de caméra, j'ai pas vraiment de matériel. Donc, on travaille souvent à partir du travail des autres. Ouais. J'ai pas de position philosophique arrêtée, très bien articulée autour de ce sujet-là. Par contre, je sais une chose, le piratage, les pratiques de piratage ont mis en lumière différents problèmes, différentes tensions dans le droit d'auteur tel qu'il est conçu depuis quelques siècles. Ces pratiques de piratage-là ont aussi ouvert de nouvelles pratiques au niveau du droit d'auteur qui sont loin d'être inintéressantes. On parle de Creative Commons, copyleft, donc des pratiques de droit d'auteur distinctes, où les images qu'on tourne, on peut choisir de les mettre dans l'espace public, de telle sorte que des gens comme Martin, ou des gens comme moi, ou des gens comme n'importe qui, puissent s'en servir pour monter des films. Donc, une nouvelle approche du droit d'auteur. Ceci dit, là, j'ai pas une position super articulée là, sur le droit d'auteur, mais comme je dis, pourtant, c'est un enjeu central dans nos pratiques. Martin a raison de parler d'attribution, c'est essentiel. C'est un minimum. Si tu vas piller des images, au minimum, tu devrais attribuer tes sources. Mais on vit dans cette époque-là, une époque où le droit d'auteur doit être repensé. J'ai l'impression. Je rajouterais juste un petit quelque chose dans le sens, il faut voir aussi à qui appartiennent réellement les idées. Je veux dire, même l'industrie elle-même, pirate, utilise les histoires folkloriques qui appartiennent finalement à tous. Eux en font un commerce. Donc, de se réapproprier aussi de ces images-là, je veux dire, en quoi ça fait de nous des pirates si déjà ces idées-là circulent et existent au sein d'une communauté, d'une culture.
Et puis juste de rappeler aussi qu'au niveau du piratage, de l'appropriation et le détournement, c'est au cœur même de l'art contemporain. Il y a Guy Debord avec la Société du spectacle, il y a tout ce qui est du chant avec le ready-made. Donc, il y a le fait de pirater, de s'approprier, de détourner du matériel, mais ensuite de détourner les idées aussi. C'est une forme de contestation, je pense aussi. Absolument, absolument. D'ailleurs, il y a des exceptions garanties à l'intérieur des différents formats légaux du droit d'auteur. Il y a des exceptions qui sont garanties pour pouvoir faire ce genre de pratique-là, remakes, d'utilisation parodique du matériel. Et c'est bon quand même aussi, parce que, comme média indépendant aussi, on se fait, ça arrive qu'on se fasse réclamer droit d'auteur, alors qu'on utilise du matériel à des fins parodiques. Et là, dans ces moments-là, ça devient infiniment politique. Quand, par exemple, d'expérience personnelle, Petrolia décide d'utiliser le droit d'auteur pour censurer certains médias indépendants, là, il y a quelque chose d'infiniment politique. On est au cœur du combat. Rapide observation par rapport au droit d'auteur. C'est toujours plus facile d'emprunter quand on est celui qui emprunte. Et ayant eu de mes films piratés sur Internet via des torrents, des choses comme ça, et connaissant, sachant l'implication des artisans qui ont travaillé dans plusieurs cas en bas de leur salaire et qui ont donc donné de leur temps, j'ai toujours défendu avec une approche un peu pitbull notre droit à protéger ce droit d'auteur. Ceci dit, une idée, ça ne se protège pas. Et les idées sont libres de circuler. C'est pour ça qu'elles peuvent évoluer et être mélangées et grandir et être réagencées. Il y a plein de dispositions par rapport à ce qui est la notion d'utilisation équitable du commentaire. Et malheureusement ou heureusement, là, ça dépend de quel côté vous voulez, il y a aux États-Unis protégé par le premier amendement la notion de parodie, qui fait qu'on peut réutiliser les paroles, la musique, même certaines images créées par d'autres personnes pour faire une parodie. Au Canada, c'est plutôt la notion de commentaire sur les œuvres. Donc parfois, j'ai eu des discussions avec des avocats où ils me disaient, tu ne peux pas utiliser l'image telle qu'elle, mais si tu t'adonnes à la commenter dans ton processus, là, tu es moins exposé à être poursuivi. Donc, il y a tous ces paramètres-là, puis c'est des questions d'éthique qu'on doit avoir quand on produit des choses. Là où je voulais parler de faire une intervention par rapport à mon expérience personnelle du cinéma et du politique, c'est qu'au-delà de l'expérience collective de regarder un film ensemble, il y a, je pense qu'on ne soupçonne pas, on sous-estime la portée d'être une collectivité qui sait la même chose. C'est-à-dire que d'expérimenter, par exemple, un visionnement à plusieurs milliers de personnes qui visionnent des films du printemps de 2012 ou de 2013, quand on sait qu'il y a 10, 15, 20, peut-être 100 milliers de personnes qui ont vu le même abus policier, on n'a pas la même perception de la signification politique de cette violation parce qu'on sait qu'on est 100 000 à avoir constaté l'odieux. Quand on part dans une autre échelle, on va dans un petit village projeter un film et que sur 2000 personnes que ce village comporte, il y en a 200 qui sont là et qui regardent le même film et qui le reçoivent de la même manière, on sait que ces 200-là vont repartir avec la conscience qu'ils ne sont plus seuls dans leur village à avoir fait ce constat-là quand ça questionne, par exemple, leur démocratie, leur capacité de se développer, leur accession à un environnement sain, etc., etc. Il y a un pouvoir politique, parce que 200 personnes prennent conscience en même temps de la même restriction ou atteinte envers leur pouvoir.
Ça, pour moi, c'est ce qui fait que je privilégie beaucoup les projections publiques. Puis, je vous renvoie la question, évidemment, s'il y a des gens des Alters citoyens ou de la qui veulent réagir, qu'est-ce que vous pensez qui est la portée de l'expérience que vous avez avec cours critique? Merci, ce qui était en train de réagir. Claudine, peut-être, non? C'est quoi la question, Jean? Comment l'expérience de cours critique, qui est beaucoup des vidéos qui ont existé sur Internet, comment ils sont reçus, comment ils sont vécus collectivement dans le collectif? Ben, en fait, les projections cours critiques, pour ceux qui ne savent pas, c'est au Centre-Phi, c'est des projections, c'est des soirées de projection de court-métrage. On en a fait 2 à date. Il y a une 3e qui s'en vient cet automne. En fait, c'est beaucoup en lien aussi avec la façon qu'on a conçu la soirée, parce que c'est des projections de court-métrage, mais on s'est dit, on va en faire aussi un happening artistique, poétique, avec des interventions sur scène, avec la musique, avec des interventions des gens qui sont parfois dans les films et puis qu'on les appelle à monter sur scène. Et au lieu d'avoir le réalisateur qui parle platement, oui, moi j'ai réalisé mon film, ben, on a ces gens-là qu'on voit à l'écran, ben, on les voit sur scène. Fait que, on l'a pensé de cette façon-là. Et puis, la plupart des films qui ont été projetés, c'est un peu en expédition au départ, c'est que la plupart des films qui ont été projetés, ils ont été mis sur YouTube, ils ont déjà été vus, plusieurs centaines, si ce n'est pas des milliers de fois. Alors, pourquoi se déplacer pour venir les voir? D'abord parce qu'ils sont sur grand écran, puis parce qu'il y a une expérience collective là, qui se passe, puis il y a un partage d'émotions assez fantastique. On sent beaucoup dans la foule, une foule qui rit, une foule qui pleure, une foule qui vit toutes sortes d'émotions. Et puis, avec le recul, je peux dire que c'est une partie importante de notre travail pour nous d'avoir accès à ces moments-là de visionnement collectif avec une foule qui est à la fois impliquée par les sujets, mais qui est à la fois intriguée, et puis c'est l'occasion aussi de tresser des ponts aussi, parce que parfois il peut y avoir des films, il peut y avoir des soirées qui sont un peu thématiques, mais à travers ça aussi, il y a des films qui concernent différentes communautés aussi, tu sais. Alors, c'est dresser des ponts entre des gens qui dénoncent la brutalité policière, mais qui vont comprendre la réalité que vivent les infirmières dans un C3S qui se font imposer la méthode Toyota et qui font « Wow, OK, il y a d'autres injustices, il y a d'autres choses qui se passent aussi, qui ont vécu ça en même temps qu'ils ont vécu l'expérience COVID. » Merci beaucoup. Peut-être qu'on prendrait un dernier commentaire ou on passe directement à l'autre capsule? Oui. La solidarité, ça signifie essentiellement se rendre compte de nos responsabilités individuelles dans un cadre collectif. Ça signifie en fait que lorsque nous parlons de responsabilité collective, il n'y a pas quelque chose comme un bloc homogène de responsabilité, de la même manière qu'il n'y a pas quelque chose comme un tout social qui serait, disons, une forme homogène, qui serait indépendante de nous. Enfin, la société, c'est une interaction. Et de ce point de vue, la responsabilité collective, ce sont des responsabilités individuelles mises en interaction. La responsabilité que vous avez à faire ce document est analogue à la mienne lorsque je suis dans une salle de cours ou lorsque je donne une conférence publique ou lorsque j'interviens dans un journal, à la radio ou à la télévision. Nous avons chacun des compétences, nous avons chacun des fonctions, nous avons chacun des capacités, des talents, des dispositions, des appétits, je dirais, c'est-à-dire la manière dont, par exemple, nous souhaitons mettre en valeur ce que nous savons au profit, donc, de cette interaction. Et par interaction,
j'insiste parce que sinon, nous pourrions croire en fait qu'il n'y a de possibilité d'entrer dans un chaîne de solidarité que si et seulement si nous partageons exactement la même vision des choses. Et ça m'apparaîtrait très problématique, parce que ça signifierait, en dernière instance, que je ne peux véritablement contribuer à la société que si je suis en parfait accord avec ce que, par exemple, la majorité me propose. Alors que pour moi, être dans un réseau de solidarité, ce n'est jamais abandonner ce que nous sommes en propre au nom d'un soi-disant appel collectif. Ça ne veut pas dire que je m'écarte du domaine public, ça ne veut pas dire que je m'écarte du bien commun pour autant. Ça veut simplement dire que je suis en interaction avec différents types de projets qui parfois sont soutenus par des majorités, parfois sont soutenus par des individus, mais toujours en ayant en tête l'idée que cette participation, cette interaction n'est pas faite à mon seul avantage, n'est pas faite uniquement dans mon intérêt particulier. Elle peut contribuer à mon intérêt particulier, notamment lorsque, par exemple, j'ai une représentation de ce que c'est qu'une société qui, disons, serait plus juste. Si pour moi, le projet d'une société plus juste, par exemple, me rend plus heureux, alors dans une certaine mesure, lorsque je vais participer à un débat public en vue d'une société plus juste, eh bien, par un effet collatéral, je favorise mon intérêt, puisque ça me rend plus heureux. Mais il n'en demeure pas moins que ce qui compte est que je puisse défendre l'option qui est la mienne, que je puisse défendre les choix qui sont les miens, dans la perspective de quelque chose qui serait compréhensible, qui serait admissible à l'aune du bien commun. Et ça m'apparaît très important. Mais dire cela, ça ne signifie pas d'emblée que j'ai déjà, disons, une vision très forte de ce que c'est que le bien commun. Un peu comme si, finalement, les individus, leur seule contribution à quelque chose comme la solidarité ou le bien commun, ce serait de se mettre en adéquation par rapport au projet qui leur est présenté. Pour moi, ça m'apparaîtrait très problématique. Ça voudrait dire, en fait, que, dans le fond, si nous voulons penser une société solidaire, c'est toujours solidaire par rapport à quelque chose qui les dépasse, quelque chose qu'ils n'ont pas véritablement choisi. Or, pour moi, ce qui est le premier travail de la responsabilité collective, c'est de participer au choix, c'est-à-dire, c'est de mettre en place des options qui font en sorte que nous ferons les meilleurs choix possibles ensemble et pour l'ensemble d'entre nous. En écho, en fait, à ce qu'on vient d'entendre, je pense que le défi, on a parlé de façon quand même relativement théorique depuis le début de la soirée. Ce qui est pas mal aussi. C'est important d'avoir, je pense, des arguments profondément philosophiques ancrés dans une réflexion, une analyse. En même temps, il faut aussi passer à l'action. Et donc, comment mettre de l'avant les valeurs et les idéaux, en fait, que Christian nous propose. Moi, je pense qu'il y a bien une réponse, bien sûr. Une qui est meilleure que l'autre, nécessairement, mais une que je préconise, c'est d'investir quelque chose dont on n'a pas vraiment parlé, pourtant qui est au cœur du livre de Christian. J'oublie toujours la terminologie que j'utilise, mais grosso modo des corps intermédiaires. C'est-à-dire ces institutions dans la société qui ne sont pas de l'ordre de l'individu et qui ne sont pas non plus de l'ordre des grandes institutions de l'État, mais entre les deux, grosso modo. Ça peut être autant une association étudiante, un syndicat étudiant, un syndicat de travailleurs, un groupe communautaire, un groupe de militants, un groupe religieux, pourquoi pas, peu importe. Mais pourquoi je pense que c'est important? Parce que, et particulièrement dans le contexte politique qu'on connaît, y compris sur une corruption, les grandes institutions politiques et de l'État
compris l'élection électorale elle-même, paraît aux citoyens de complètement lointain d'elle. C'est quelque chose qui est lointain et inaccessible, sur lequel on a l'impression de ne pas avoir de prise. Et d'autre part, même si on avait de la prise, ça ne servait à rien parce que c'est une gagne pourri. À tort ou à raison, c'est le sentiment généralisé dans à peu près toutes les classes sociales, dans à peu près toutes les régions, etc. Alors qu'il y a une influence, les institutions intermédiaires ont une influence politique et surtout sur la solidarité immédiate qui peut être très grande. Et parfois même celles qui ne sont pas a priori politiques comme un syndicat. On sourcille toujours un peu quand je donne cet exemple-là, mais moi je donne toujours l'exemple des cégeps. Les cégeps, c'est une particularité québécoise, donc on peut même y mettre une source identitaire si ça le tente. Ils sont présents sur tout le territoire, forment les jeunes hommes et les jeunes femmes qui sont au début de leur vie adulte, qui sont en pleine effervescence intellectuelle, émotionnelle, etc. On a une force de frappe de 25 000 profs environ de toutes les disciplines, encore une fois partout sur le territoire, et ce sont des institutions qui sont très liées avec les autres organismes, les autres institutions dans chacune de leurs régions. Donc c'est un exemple hyper précis, hyper concret, mais je pense que c'est en investissement. Je ne sais pas pour faire la révolution avec les cégeps, puis rentrer dans les cégeps et tout chanter, mais utiliser ces réseaux, utiliser ces institutions qui sont à la fois proches de nous, mais quand même une force de frappe relativement importante, ne serait-ce que par les moyens humains et financiers dont elles disposent. Donc ça peut être vers l'emploi des syndicats et des autres institutions intermédiaires. Je pense que c'est une des portes d'entrée pour retrouver le collectif, pour retrouver le lien collectif qui est plus accessible, ou en tout cas qui est moins inaccessible que le politique, les élections, avec mon respect Alexandre, les grands partis politiques, etc., qui semblent à bien les citoyens avec raison en grande partie lointains et peu aptes à changer quoi que ce soit. Voilà. Je vais revenir en fait par rapport à la solidarité, revenir sur quelque chose qu'a dit Christian un peu plus tôt. L'idée sur laquelle la droite, c'est en gros la raison du plus fort, et puis qu'il faut éviter de penser en termes de rapport de force, parce que sinon, ça c'est pas la gauche, c'est le rapport de la droite. Là, je serais tout à fait en désaccord avec cette perspective-là. Je crois qu'idéalement, ça serait très bien que la raison du plus fort ne soit pas la meilleure, mais le fait est que la raison du plus fort tend généralement à s'imposer, pas parce que c'est le meilleur argument, mais pour des questions de rapport de force. Les rapports de force, je les vois comme une donnée de base des rapports sociaux, d'un rapport social sans rapport de force. Et par conséquent, je pense que dire ça, c'est faire abstraction du contexte culturel dans lequel les interactions se déroulent. Pour mentionner deux types de contexte culturel, le capitalisme confère un pouvoir particulier à une classe, la classe capitaliste. Le patriarcat confère un pouvoir particulier à une classe, le sexe, les hommes. Ces contextes culturels-là font que les puissants, les privilégiés, qu'ils soient capitalistes, que ce soit les hommes, ou quel que soit le rapport de pouvoir qu'on veuille prendre en considération, ont justement le privilège de ne pas écouter, de pouvoir rejeter du revers de la main les meilleurs arguments de par les conditions structurelles qui sont à la base de la reproduction du pouvoir. Donc je crois que quand on évacue pour des raisons normatives les rapports de force, on se prive des moyens nécessaires à la transformation aussi des rapports de force. Pour vous donner deux petits exemples très précis, l'austérité par exemple, ça fait des années qu'il y a plein d'économistes, souvent de gauche, mais pas uniquement de gauche, qui disent que l'austérité ne marche pas, que en situation de crise, ça ne génère pas du tout les effets escomptés. Les économistes même du FMI revoient leurs calculs, d'autres reconnaissent qu'ils se sont trompés, etc. Et on pourrait penser, en situation idéale, au niveau de la communication, donc observer un maths, des choses comme ça, que justement, un argument bien argumenté, appuyé par des éléments empiriques, viendrait à un moment donné à convaincre les dirigeants qu'il faut changer de politique. Or, les politiques ne changent pas, pire, elles s'intensifient, toujours plus d'austérité. Et je ne crois pas que ce soit parce que les dirigeants, les puissants sont ignorants, et parce qu'ils sont bêtes, mais parce qu'ils ont des intérêts particuliers à défendre, et ils ont un rapport de force qui leur est favorable, qui leur permet de ne pas écouter justement les arguments qui vont à l'encontre de leurs intérêts.
Comme Harper le fait par exemple en disant on coupe le recensement avec des questions qui sont problématiques, on abroge les discussions parlementaires quand ça vous convient, on fait fi des évaluations d'impact environnemental quand ça vous convient, parce que justement le pouvoir nous permet de ne pas écouter les voix, les arguments qui remettent en question les privilèges sur lesquels nous sommes assis. On peut dire la même chose pour P6. P6, en gros, le règlement municipal qui vient encadrer les manifestations, ça veut dire que, en gros, l'élite politique montréalaise, les classes supérieures montréalaises, les commerçants, la chambre du commerce, etc., à Montréal, peut simplement utiliser la loi et la police comme ça lui convient pour, justement, au nom du droit à circuler, au nom du droit à vendre, au nom du droit à commercer, pour faire taire la dissidence dans l'espace public, comme si finalement on faisait une faveur en laissant les gens s'exprimer sur l'espace public. Donc je pense que la question c'est, pour ne pas avoir les choses en rapport de force, encore faut-il que les puissants soient disposés à nous écouter. Et pour ça, ils ne vont pas le faire d'eux-mêmes, je crois, donc il faut se poser la question de comment on peut les forcer à écouter, et ensuite comment on peut les forcer, et je insiste sur le mot forcer, parce qu'ils ne vont pas le faire de façon consentante, comment est-ce qu'on peut les forcer à partager leurs privilèges, à partager leur pouvoir, pour justement que ce ne soit plus des privilégiés, pour que leur pouvoir se démocratise réellement et qu'il ne soit plus au sommet d'une pyramide, idéalement qu'il n'y ait plus de pyramide. Mais ça se construit dans la lutte, encore une fois, et pas par une situation idéale de communication rationnelle. La fin, je pense que je me dirigeais sur la question qu'on vous avait proposée sur comment est-ce qu'on peut créer des solidarités dans la société. Puis, quand j'avais commencé à parler de décolonisation des relations, puis je vais continuer sur cette idée-là. Puis, en fait, moi, c'est beaucoup le concept de réconciliation qui me vient en tête. Comment est-ce qu'on peut créer de la solidarité dans une société où est-ce qu'il y a eu un génocide, une histoire de colonisation importante, que la société dominante est plus ou moins présente aujourd'hui. Puis je pense qu'une des premières étapes, c'est de collectivement faire face à notre histoire commune. Notre histoire commune est vraiment incomplète. Ça ignore totalement, par exemple, le rôle de la part des Premières Nations dans l'histoire du Québec et du Canada. Donc, cette première étape-là. La deuxième étape, ensuite, c'est qu'est-ce que chacun peut faire en tant qu'allié dans nos luttes. Ça m'amène aussi sur la question de la convergence des luttes, l'importance de converger les luttes. C'est vraiment un défi important souvent quand on essaie de converger les luttes entre autochtones et non-autochtones, parce que souvent un message qu'on reçoit, c'est on veut lutter avec vous, mais on ne vous connaît pas. Donc il y a aussi tout un travail qui vient, on ne peut pas travailler ensemble, travailler ensemble, donc c'est tout un processus qui s'enchaîne avec ça. Puis comment est-ce qu'on peut créer des alliances, comment aller au-delà des alliances de circonstances, parce que souvent, peut-être aussi en tant que peuple autochtone, on peut avoir une impression parfois d'être des tokenisés, donc on est utilisé pour cette même cause parce que les gens ont l'impression qu'ils n'ont pas le choix de collaborer avec nous sur certaines causes communes. Puis, ça, aller au-delà des alliances de circonstances. Puis, un exemple que je peux penser, c'est par exemple, pour un jour atteindre les énergies vertes, c'est sûr que ça n'a pas le choix de se faire en collaboration avec les autochtones. Parce qu'on ne peut pas implanter les énergies vertes propres sans consulter ou sans avoir travaillé conjointement avec les autochtones. Je pense avec un co-métier, parce qu'il y a des éoliennes qui ont été implantées dans un territoire autochtone sans le consentement des populations autochtones qui habitaient aux alentours, donc c'est vraiment dans cette perspective-là que je disais cette proposition. Donc aller au-delà des alliances de circonstances. Puis j'aimerais terminer, en fait, avec une invitation à un événement. Donc j'imagine que vous êtes des fans de cinéma. Puis le 3 juillet, il y a un lancement des films, de courts-métrages réalisés par des jeunes autochtones. Donc dans le cadre d'un projet avec un organisme qui s'appelle Rock Film. Donc c'est un organisme qui forme
déjà autochtones à réaliser des courts-métrages sur les sujets qu'ils veulent. Le lancement des films va avoir lieu le jeudi 3 juillet à 19h au Centre d'amitié autochtone de Montréal, qui est sur Point Ontario. Puis en fait, c'est un autoblog parce que j'en fais réaliser un court-métrage sur la vision des gens autochtones sur l'autodétermination. Mot de la fin, pour construire des solidarités, pour soutenir la solidarité, il me semble qu'il faut investir ou réinvestir des groupes sociaux, des syndicats, des groupes communautaires, des partis politiques. Et à ce défi-là, cette tâche-là, il y a un très gros frein qui existe, que je constate, que je m'implique depuis quelques années. Évidemment que je le constate un peu plus via mon implication en politique, là, dans un parti politique. J'ai l'impression que les gens ont peur d'adhérer à un parti, et en retour parfois même pour un groupe communautaire. Ils ont peur d'adhérer, de devenir membre, comme si, ce faisant, ils perdaient une part de leur indépendance d'esprit. Qu'en signant une carte de membre, je vais prendre l'exemple de Québec solidaire, évidemment, c'est celui que je connais, ils devaient adhérer à 100% de son programme, et qu'à partir de ce moment-là, ils perdaient une forme de distance critique par rapport à l'organisation qu'ils joignent. Les syndicats et les associations étudiantes peuvent faire un peu l'économie de ce défi-là parce que la formule RAND et la cotisation automatique qui est là. Par contre, un groupe communautaire, un groupe social, a le même défi. Et ça m'a toujours un peu irrité, cette constatation-là, parce que c'est faux. Évidemment que c'est faux. Quand on joint un parti politique ou un groupe, c'est pas un chèque en blanc. Hein? D'abord, on est supposé peut-être d'adhérer à une majorité de ses valeurs, de ses positions, bien sûr, mais moi, je connais personne qui adhère à 100% du programme de Québec solidaire. Je n'adhère pas à 100% du programme de Québec solidaire, pourtant j'en étais un candidat. C'est normal et c'est sain, je dirais, de ne pas adhérer à 100% des idées du programme d'un parti ou d'un groupe. Par contre, en adhérant à ce groupe-là, en nourrissant ce groupe-là, ben ça me donne l'occasion de peut-être aller modifier le contenu idéologique de ce groupe-là et d'aller peaufiner la virgule qui nous chicote. J'avais vu un vidéo de Simone Monet il y a quelques années, qui était un vieux vidéo des années 80, où elle se faisait poser la question par une journaliste, à savoir quelle était son impression des nouvelles générations militantes. On est en 1980. Et elle se désolait, déjà à l'époque, de constater que les jeunes n'avaient plus le réflexe de prendre la carte de membre d'un groupe, d'un parti auquel valeurs ils adhéraient ou les touchaient. Elle disait, on tentait de perdre ça. Elle disait, moi, dans mon temps, dans les années 50-60, il y avait un groupe qui était devant moi, j'adhérais à grosso modo 80% de son contenu, ben, je prenais une carte de membre. Le geste était automatique. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est très loin de ça. Et un exemple assez concret, pendant une campagne électorale, ou même en dehors d'une campagne électorale, je vous garantis qu'il est beaucoup plus facile d'aller chercher un don de 50 ou 100 $ chez une personne qui est militante, pourtant que je croise dans les manifs, que de convaincre cette personne de signer une carte de membre à 5 $. Ça va être beaucoup plus facile de la convaincre de sortir son chéquier, de faire un chèque de 100 $ que de signer une carte de membre de 5 $ parce qu'elle a peur d'adhérer, d'être prisonnier, de se lier les mains à une organisation et à toute sa pensée politique. Et c'est un frein, je pense, à l'organisation d'une gauche assez large. Et j'encourage souvent, et j'essaie moi-même de prendre une carte de membre d'organisation, même si je n'y étais pas nécessairement, mais ça donne un élan à cette organisation-là quand on en devient membre. Elle peut se réclamer d'un certain nombre d'adhérents, ça lui donne un peu de financement, et on a peut-être perdu, ou du moins, on a ralenti, on a régressé à ce volet-là, et ça fait qu'on a peut-être de la misère à générer ce lien social-là, ce lien communautaire-là, et ces expériences de liberté dont on parlait tantôt dans un collectif de cinéma, mais qui s'appliquent évidemment à d'autres sortes de collectifs, à d'autres sortes d'expériences politiques. Bon, toujours un peu gênant de commencer de terminer. D'abord et avant tout, il me semble qu'il y a une question que moi j'aurais aimé beaucoup discuter, peut-être qu'on aura d'autres occasions de le faire. C'est la question en fait de l'esthétique propre au type de travail qu'on fait, puis particulièrement au type de travail que l'on fait. Parce que très souvent, dans le milieu du cinéma militant, on va dire que la question esthétique est secondaire. On
Par exemple, bon nombre de cinéphiles m'ont dit mais ça ne m'intéresse pas ce genre de film parce que c'est pas du cinéma. Et je pense que c'est une question très importante. Puis, pour reprendre un des éléments notamment que Marcos a souligné, moi il y a un auteur, je veux tout lire ce qu'il a écrit, un auteur allemand qui a passé beaucoup de temps en Suède et dont j'arrive pas à trouver un livre, qui s'appelle L'esthétique de la résistance. Et je veux écrire un livre en lui. On va reprendre le cas du plagiat tout à l'heure, du volant sorti. La question de l'esthétique de la résistance, ça serait justement celle du rapport de force. Qu'est-ce que ça signifie essentiellement une esthétique propre à ce que nous essayons de faire, que ce soit ce que j'essaie de faire pour ma part, ce que Yannick essaie de faire, ou ce que vous essayez de faire à l'intérieur, disons, de votre travail artistique. Pour moi, j'y vois un mot, c'est celui d'édification. C'est-à-dire, édifier, c'est élever, c'est construire, c'est valoriser. La première chose que j'aurais eu tendance à faire quand je pense à si je devais un jour écrire sur la culture, c'est exprimer ma colère. Et je me suis toujours refusé d'intervenir sur la question de la culture parce que je pense que je serais trop en colère. Je serais trop en colère qu'il y aurait trop de ressentiment. Puis à un moment donné, je me suis dit, le seul moyen de le faire, ça sera de publier un roman que je signerai sous un autre nom et qui sera, disons, à l'image de mes auteurs fétiches, Thomas Bernard, etc., un roman extrêmement méchant. Parce que je pense que c'est très difficile de vivre au Québec, il y a énormément de médiocrité partout. Il y a une espèce de laideur ambiante qu'il faut dénoncer. Et pourtant quand j'ai décidé de faire l'inverse, alors j'ai pris un peu modèle ou exemple sur ce que vous faites dans ce type de cinéma, qui est essentiellement un travail d'édification. Oui, vous dénoncez, oui, vous critiquez, mais d'abord et avant tout, vous donnez des pouvoirs. Me semble-t-il que ce que je vois, en tout cas, ce qui ressort davantage de votre travail, c'est donner des pouvoirs. Et comment donnez-vous des pouvoirs? En disant vous n'êtes pas rien. Vous êtes extraordinaire, vous êtes fabuleux, vous êtes des combattants, vous êtes des combattantes, vous êtes des gens qui soulevez des montagnes. Personne ne vous voit, nous allons vous montrer. Et ça, pour moi, c'est vraiment ce que j'appelle une forme d'esthétique de la résistance, et je crois que c'est un rapport de force. Quand ma façon de voir les choses n'est pas celle d'une rencontre entre philosophes où on va parler à partir de principes rationnels, où on va s'entendre sur chacun des termes, etc. Parce que la plupart du temps, en face, de toute façon, il est hors de question qu'on discute. Donc, pour pouvoir discuter, encore faut-il pouvoir ouvrir des portes. Et comment ça se fait ouvrir des portes? En donnant des pouvoirs. Et le type de travail que vous faites, me semble-t-il, qui m'empêche de me venger dans un roman qui de toute façon serait mauvais parce que je serais presque un très mauvais romancier, c'est précisément d'essayer de travailler dans la valorisation. Ce qu'on avait fait quand on avait fait le film Un grand honneur, le court-métrage Un grand honneur avec 99 médias, ça a été précisément ça. Ce que je leur ai dit, c'est partout il y a du mépris, et moi ce que j'aimerais, c'est rendre hommage. Ça a quand même marché, parce que c'était 2 jours avant la manif du 20 mai, puis on a eu quoi, 200 000 visionnements en 2 jours, 3 jours. Ça en est un rapport de force aussi. C'est pas seulement ça, un rapport de force, ça je suis entièrement d'accord. Et donc une question moi, que j'aimerais laisser ouverte, parce qu'en même temps, elle se pose aussi, il y a des moments où on a la nécessité aussi de dénoncer et d'être dans une forme de colère. Et cette colère peut aussi s'avérer contre-productive. En tout cas, pour ma part, si je devais libérer cette colère dans une manifestation artistique, je crois qu'elle serait pétrie de ressentiment. Et puis on voit trop d'exemples de colère sourde, remplie de ressentiment, qui donne finalement rien d'autre que quelque chose comme une espèce de bruit de fond, quelque chose comme un chialage, alors que ce qu'on veut entendre, c'est une clameur. Et la clameur, elle est possible en donnant des pouvoirs. Alors, ce pouvoir, moi, quand j'ai écrit mon livre, je termine, quand j'ai écrit mon livre, j'ai été assez déçu de la réception, et c'est le pouvoir qui m'a été octroyé l'a été par des gens comme Claudine, comme vous tous, Et ça, j'ai une reconnaissance et une gratitude énorme. Vraiment, là, je suis sincère, c'est pas de la rhétorique de fin de soirée. Il y a déjà des gens qui m'ont remercié pour ce que je fais, mais sincèrement, je ne vois pas comment ce que je fais serait possible sans ce que vous êtes et sans votre présence. Et je voudrais vous remercier non seulement pour cette soirée, mais pour tout en fait.
Voilà. Pour toute cette soirée, merci beaucoup. En fait, je veux juste rappeler avant qu'on se termine il y a la petite boîte ici pour le comité légal de l'AC. Il y a en fait les sous-bons pour la contestation des amendes. Et voilà. Et je vous inviterai tous à prendre une bière et continuer à discuter informellement de tout ça. Il y a encore beaucoup de choses à mentionner. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été des nôtres sur les ondes de 99media.org pour cette soirée philosophie organisée par les Alters Citoyens. N'oubliez pas de suivre mon compte Facebook et ou Twitter, ainsi que le compte Facebook et Twitter de 99 Media pour rester à l'affût de l'actualité quotidienne et découvrir le moment de la prochaine web diffusion. Merci à tous et passez une excellente soirée.